Merci de rester à l'écoute des programmes de Médian. Bienvenue à ce nouveau numéro du débrief. De plus en plus, Internet et ses détenteurs gagnent en influence et en pouvoir au point de grandement impacter aujourd'hui sur le cours des événements. C'est dans cette optique que certains penseurs l'assimilent à un cinquième pouvoir aux côtés des pouvoirs traditionnels et des médias. Quelle influence aujourd'hui des technologies et d'Internet? Internet, un cinquième pouvoir ou un espace public parallèle? Le développement en première partie d'émission. Et puis en seconde partie du débrief, de plus en plus, les États occidentaux cherchent aujourd'hui à réguler les GAFAM au niveau africain également. De plus en plus, il est question de la régulation aujourd'hui de ces réseaux sociaux. Cette régulation, une forme de restriction des libertés individuelles ou collectives. Comment allier régulation économique et respect de la liberté d'expression? Le développement en seconde et dernière partie d'émission. Sur ce plateau, pour en parler avec nos invités, M. Papa Ismaël Dian, vous êtes journaliste chargé de la communication et du plaidoyer au niveau d'Africtiviste. Merci d'avoir répondu présent à notre invitation. Bonjour Dada, bonjour Emmanuel et merci pour l'invitation. C'est nous qui vous remercions également d'avoir répondu présent à notre invitation. Merci également à M. Emmanuel Dior. Vous êtes juriste également, spécialiste des questions de droit numérique. Merci d'avoir répondu présent également à notre invitation. Bonjour Daouda et merci pour l'invitation. Bonjour Ismaël. Et je reste avec vous, Pape Ismaël Dian. Depuis le début de l'année 2000, avec l'avènement aujourd'hui d'Internet, les découvertes technologiques également ne cessent de croître et à grande vitesse, au point aujourd'hui d'être considéré comme un pouvoir aux côtés des pouvoirs traditionnels. Je le rappelais tout à l'heure. Selon vous, aujourd'hui, peut-on assimiler Internet à un cinquième pouvoir? Alors, Internet est un outil. Moi, je ne vais pas assimiler Internet à un cinquième pouvoir. Je vais dire c'est le peuple qui devient le pouvoir, en fait. C'est-à-dire que quand on parle des trois pouvoirs, on parle de l'exécutif, du législatif, du judiciaire. Après, il y a notre sphère à nous, les médias, qui sont le quatrième pouvoir. Finalement, on avait oublié le peuple. Sauf que Internet, maintenant, donne la parole au peuple, à libérer, à créer ce qu'on pourrait appeler un nouvel espace de citoyenneté. Ce que Cherfal appelle, le président d'Africtiviste, appelle une citoyenneté augmentée. Et donc, ce n'est pas Internet qui a pris le pouvoir en tant que tel, c'est le peuple qui a pris le pouvoir que cet outil-là lui a conféré, de pouvoir s'exprimer, de pouvoir donner son avis et de pouvoir finalement agir sur Mais ce peuple, mais cet outil-là, Pape Ismaël, même si vous refusez en tout cas de l'admettre ou de le reconnaître comme un pouvoir, c'est cet outil qui a donné ce pouvoir-là aujourd'hui au peuple, à libéraliser en tout cas de cette façon la parole. Oui, la révolution du numérique a donné un pouvoir au peuple, c'est-à-dire que... Donc le fait de donner un pouvoir au peuple, est-ce que cela ne fait pas de cet outil également un pouvoir? Ne donne pas un certain pouvoir, en tout cas, à cet outil-là. Oui, l'outil en tant que tel, il n'est que ce que les gens en font en réalité. C'est-à-dire que quand ce qu'on appelle le Web 2.0 est arrivé et que donc les gens ont eu la possibilité de créer leur propre contenu, c'est parti, certains ont créé du contenu culturel, certains ont créé du divertissement, d'autres l'ont utilisé comme un outil d'expression politique, d'expression citoyenne sur les décisions que l'on prend dans leurs États. Ils ont trouvé que c'est un moyen de pouvoir... agir en tout cas sur les décisions politiques et publiques de leurs États. Aujourd'hui, si je prends l'exemple au Sénégal, le grand débat sur les rapports sur le dernier rapport de la Cour des comptes, si le gouvernement en est arrivé à s'exprimer là-dessus, c'est parce que c'est Internet, on a beaucoup parlé, les citoyens en ont beaucoup parlé sur Internet. Donc la grande question, elle est là, c'est pas Internet en tant que tel qui est le truc, c'est juste que les population qui avait peut-être cette soif d'agir et d'être actif dans la vie publique ont trouvé une porte par laquelle ils pouvaient le faire. Et on reste sur ce point. M. Dior, selon vous aujourd'hui, quelles sont les caractéristiques de ce pouvoir aujourd'hui d'Internet ou bien les caractéristiques de ce pouvoir, des pouvoirs que cet outil confère aujourd'hui à ses utilisateurs? Alors, moi je dirais que c'est un outil aujourd'hui qui permet ou qui impose la transparence dans la gestion des affaires publiques et il me plaît également de citer à nouveau Cherfal que Aliam si Pape Ismaël vient de citer, le citoyen augmenté. Effectivement, avec les outils numériques aujourd'hui, on a la possibilité d'avoir ce rapport sur la gestion des fonds de Covid-19 et également d'avoir d'autres informations sur comment fonctionnent également nos administrations, quelles sont les possibilités que les citoyens ont par rapport à
aux voies et moyens qu'ils peuvent mettre en exergue afin de trouver réparation si toutefois ils ont eu des soucis avec un autre concitoyen. C'est énormément de possibilités qu'on donne aujourd'hui aux citoyens. Donc avant l'imprimante, le savoir était orienté quelque part vers une certaine élite. Avec Internet et les outils numériques, c'est la démocratisation. Donc il y a tout sur Internet, il suffit juste d'avoir le temps et par où passer pour pouvoir s'informer, avoir la bonne information. Mais est-ce que cette situation également ne se justifie pas aujourd'hui par un certain déclin aujourd'hui des pouvoirs traditionnels? De plus en plus aussi, certaines populations ne font plus confiance aux médias, comme cela était le cas, ne font pas forcément confiance à leur pouvoir exécutif, à leur assemblée ou bien même à leur justice. Est-ce que donc cette force ou bien ce pouvoir que confère aujourd'hui Internet aux utilisateurs ou bien le fait que tous ces utilisateurs-là s'orientent vers cet outil, est-ce que cela ne se justifie pas aussi par ce déclin-là des pouvoirs traditionnels? Alors, déclin du pouvoir traditionnel, je dirais pas, mais je pense qu'il y a un besoin des citoyens d'être rassurés par rapport à l'information qui est diffusée. Et pour cela, il est bon quand même dans un pays qu'il y ait cette pluralité. Donc, avec la pluralité, ça permet à ce que l'on puisse jauger l'information. J'ai cette information, j'essaie de voir peut-être dans le site de Aliamsi ou bien dans un autre site, est-ce qu'ils disent la même chose pour essayer de voir l'équilibre, de voir le pouvoir du principe du contradictoire. Donc, c'est ce que nous a permis aujourd'hui Internet. Le savoir n'est plus contrôlé par un groupe de presse, soit un groupe qui peut-être veut s'allier avec le pouvoir ou bien un groupe qui dit c'est un groupe qui est de connivence avec l'opposition. Aujourd'hui, avec Internet, il y a cette pluralité et le citoyen peut lui-même aller faire son fact-checking, voir peut-être le site pour lequel il a plus de confiance. Mais également, cela a également un revers, c'est le fait de succomber à la manipulation parce qu'Internet également. Et on reste avec ce revers et cette facilité aujourd'hui d'informer ou bien de véhiculer en tout cas des informations à travers l'outil Internet. Pape Ismaïla, là je m'adresse plus aux journalistes. Avec l'arrivée d'Internet aujourd'hui, dans les années 90, les communications deviennent de plus en plus numériques et tout s'échange sur le web. Une révolution aujourd'hui qui propose de l'écrit, des vidéos, de l'audio. Donc le tout, c'est comme si les trois médiums aujourd'hui se retrouvaient en une, à savoir Internet. Est-ce que cela ne peut pas aussi représenter une menace pour cette presse traditionnelle-là aujourd'hui, si elle ne s'adapte pas par rapport à l'outil numérique? J'adore la dernière partie de votre question. Si elle ne s'adapte pas, tout est là. En tant que journaliste, je vais faire un rappel. Quand le premier des trois médiums qu'on a eu, c'était la presse écrite, avec l'invention de l'imprimerie. Après, il y a eu la radio qui est arrivée. Quand la radio est arrivée, tout le monde a annoncé la mort de la presse écrite. Je crois même qu'aux États-Unis, il était question au tout début d'interdire aux radios de faire du direct pour que la presse écrite puisse continuer à vivre, pour pouvoir traiter certaines informations. La presse écrite est toujours là. Quand la télévision est arrivée, on a annoncé la mort des deux autres. Ils sont toujours là. Quand Internet est arrivé, on a annoncé la mort des trois autres. Ils sont toujours là. Donc tout est une question de comment on s'adapte, comment on continue à atteindre le public qu'il y avait. Parce que au moment quand la radio est arrivée, les gens de la presse écrite ont compris qu'ils devaient arrêter de juste faire des comptes rendus, maintenant qu'ils devaient faire des articles plus approfondis et aller plus loin que ce que la radio a annoncé pour que les gens puissent prendre le temps de le lire parce qu'ils vont y apprendre plus que ce qu'ils ont entendu à la radio. Donc c'était ça l'adaptation de l'époque. Aujourd'hui, l'adaptation de l'époque, c'est une transformation digitale. C'est d'amener la presse écrite dans le digital, c'est d'amener le digital dans la presse écrite, c'est de ramener la radio dans le digital et de ramener le digital dans la radio, ainsi de suite. Dans beaucoup d'endroits, vous verrez, on va vous parler par exemple de certaines grandes maisons de presse qui ont été sauvées parce que économiquement, ils ont su s'adapter à l'arrivée d'Internet et du digital. Dans d'autres pays, par exemple, où ça a été plus lent, comme au Sénégal, où ça a été très, très, très lent, les premiers sites Internet d'information n'appartenaient même pas à des journalistes, parce que les journalistes ont tardé à y entrer. Ça appartenait surtout à des informaticiens qui savaient faire un site Internet et qui étaient dans des pays où ils voyaient des sites d'information se développer, qui se sont dit, je vais faire le même modèle au Sénégal, puisqu'il n'y en a pas. Donc, tout se joue à ce niveau-là, l'adaptation au niveau des maisons de presse, l'adaptation au niveau de la formation,
l'adaptation. Aujourd'hui, j'ai juste toujours envie de poser la question, combien d'écoles de journalisme forment des caméramans qui savent piloter des drones? Combien il y en a aussi au Sénégal en tout cas, je ne sais pas. Une question qui mérite d'être voilà, posée. Donc juste pour montrer la question de l'adaptation, en fait, de la nécessité, comme vous l'avez dit, si elle ne s'adapte pas. C'est-à-dire que pour toute révolution, pour tout changement, que ce soit Internet ou autre, ceux qui ne se sont pas adaptés ont disparu. Et tout à l'heure, Dior parlait du revers aujourd'hui, cette facilité que peut faire Internet pour chacun à véhiculer des informations. Est-ce que là, ce n'est pas aussi la porte ouverte aussi à toutes sortes? En tout cas, il n'y a pas ce filtre-là, puisque le journaliste traditionnel, il y avait des canaux, il y avait différentes étapes, à savoir la collecte, le traitement, la triangulation, le recoupement et tout, avant d'en arriver à la diffusion. Mais on ne retrouve pas forcément ça aujourd'hui sur Internet, en tout cas pour ceux qui partagent plus aujourd'hui que n'informent. Est-ce que cela aussi n'est pas la porte ouverte à toutes sortes d'informations véhiculées ou de fausses informations véhiculées? Alors, déjà, je veux qu'on soit d'accord sur une chose, c'est que la diffusion de fausses nouvelles avait commencé avant Internet. Des médias en ont fait. Mais là, c'est la facilité et la rapidité. Oui, la facilité. Maintenant, on en arrive dans ce monde d'Internet où c'est très facile et c'est très rapide, pour plusieurs raisons. Pour certains juste pour s'amuser, d'autres pour des raisons économiques, chacun va faire pour des raisons géopolitiques, il y a X raisons. Et cette facilité-là, tout le monde l'utilise. Des États ont monté des chaînes de diffusion de fake news pour leurs propres intérêts. Des entreprises privées l'ont fait, des partis politiques l'ont fait, des personnes lambda l'ont fait. Donc, même des journaux parodiques sont spécialisés que dans ça. Bon, après la parodie, ça reste une spécialisation journalistique. Ce n'est pas un problème en fait. Le problème, c'est quand celui qui fait de la parodie ne précise pas qu'elle fait de la parodie. C'est là que le problème vient. Mais la parodie, c'est une spécialisation journalistique. Vous avez des journalistes qui sont formés à écrire des articles comme ça, des articles satiriques, des articles parodiques. Maintenant, moi, la parodie ne me dérange pas, c'est pour amuser, on le sait. Maintenant, le problème, il est quand des gens ils vont créer des fausses nouvelles juste pour des intérêts propres. Parce que c'est des intérêts politiques, économiques, ou juste pour mon propre plaisir, je me mets à inventer de fausses nouvelles comme ça pour me faire connaître, pour me créer un truc. J'ai vu la dernière fois un compte Twitter français qui avant s'était spécialisé dans les fausses nouvelles sur la Covid. Maintenant, elle est devenue un compte climato-sceptique. Donc, c'est tout. Il dit que genre, le réchauffement climatique, tout ça, c'est faux. Et il fait un travail. Et tu as des gens qui le suivent en disant c'est un compte sérieux. Lui, au moins, il explique bien les choses, il analyse bien les choses, ainsi de suite. Ça existe. Est-ce que c'est Internet le problème? Oui, en quelque sorte, parce que comme j'ai dit, c'est un outil. C'est comme un marteau. En fait, vous le mettez entre les mains de tout le monde. Certains l'utiliseront pour faire cette table, d'autres l'utiliseront pour casser ce verre-là. C'est un outil comme un autre. Et on va rester avec votre exemple. Par rapport à l'exemple de Pape Ismaïla aujourd'hui, le compte qu'il a cité tout à l'heure, aujourd'hui, on a ce genre de situation, on retrouve en tout cas ce genre de situation souvent sur Internet. Pour l'utilisateur aujourd'hui, comment distinguer cette bonne graine aujourd'hui de livret, de ce qui est information et de ce qui ne l'est pas forcément? Alors, on est dans le cadre du numérique et on n'est pas tous à l'aise avec le numérique. On n'a pas tous les compétences numériques pour détecter un compte parodique et un compte qui ne l'est pas. Effectivement, ce qu'a dit Pape Ismaïla, c'est bien ça. C'est que même dans le code pénal, il est bien reconnu la possibilité de faire de la parodie, même avec des photomontages et tout ça sur Internet. Mais auparavant, il faut quand même bien préciser, ou bien la façon de le faire laissera immédiatement comprendre aux spectateurs que ça c'est de la parodie. Mais ce qu'on voit sur Internet ça et là, parfois ne donne pas la facilité d'identifier en tant que compte parodique. C'est-à-dire c'est des comptes où bien la chose est faite de sorte que il y aura au moins 50% de ceux qui vont suivre qui seront biaisés, c'est-à-dire qu'ils vont penser que c'est du pour sérieux, de la réalité ou du sérieux. Oui, surtout quand on ne fait rien pour le signaler, surtout quand dans la façon de le faire, peut-être l'écrit ou bien peut-être les dessins ne montrent pas que c'est de la parodie. Aujourd'hui, si on voit les dessins de Odia, on sait carrément que c'est de la parodie. D'accord? Donc, je rappelle que Odia, c'est un caricaturiste, en effet. Exactement. Maintenant, l'autre problème, c'est que nous, les utilisateurs, tous les utilisateurs ne peuvent pas détecter ce qui relève du vrai et du faux. Aujourd'hui, un Pape Ismaïla, vous lui présentez un compte qui fait un tweet quelconque, il peut rapidement faire des recoupements, aller voir le premier tweet,
ainsi de suite, aller voir beaucoup d'autres choses qui lui permettent de savoir est-ce que c'est sérieux ou pas. Il est facile aujourd'hui de voir un compte Twitter, de faire une infographie, de faire un petit badge bleu en termes de montage et faire croire que c'est un monsieur le président qui parle ou bien c'est Elon Musk qui parle alors que c'est pas cela. Et quand on est utilisateur non averti, facilement, c'est des informations qu'on partage parce que soit on est du même camp ou bien la chose me plaît, on ne prend pas le soin de vérifier derrière. Ce qui peut maintenant causer d'énormes dégâts. Tout cela, ça permet peut-être à ceux qui le font, avec le but qu'ils ont derrière, de jouer sur les sentiments pour atteindre un but peut-être avoué. Une des conséquences aujourd'hui de cette liberté ou de cette libéralisation aujourd'hui de cet espace-là, où les utilisateurs en tout cas s'expriment librement, donnent leur point de vue à travers aujourd'hui des commentaires ou bien sur des forums et j'en passe. Juste en un seul clic aujourd'hui, ils peuvent avoir accès à une multitude d'informations aussi diverses que variées. Mais aujourd'hui, cette facilité d'accès à cet espace public virtuel ne justifie-t-elle pas aussi cette puissance, ne confère-t-elle pas aujourd'hui cette puissance à ces plateformes numériques-là? Oui, absolument, parce que ces plateformes aujourd'hui, si vous faites de très bonnes choses, c'est difficilement viral. Par exemple, aujourd'hui, vous avez un bon contenu qui parle, par exemple, de l'agriculture, mais la plateforme vous demande de le sponsoriser pour que ça puisse faire le tour du monde. Aujourd'hui, vous faites peut-être une blague sur la religion ou bien sur la sexualité, quelque chose comme ça. C'est un contenu qui est aussitôt viral. C'est pourquoi, c'est pour dire que c'est des plateformes qui aujourd'hui fonctionnent sur le fake, c'est-à-dire les fausses informations, ou bien sur des choses très sensibles, que ce soit la religion, que ce soit la politique, que ce soit des fausses nouvelles. Ça va très vite et ça génère de l'interaction et c'est des plateformes qui vivent sur ces interactions-là parce que ce sont les interactions qui permettent de vendre des publicités derrière. Et il suffit simplement d'avoir une vue panoramique de tout ce qui se passe comme événement par rapport à ce cas de figure. Et là, on se rend compte rapidement qu'il y a des contenus qui n'ont même pas besoin qu'on les booste pour que ce soit viral. Et il y a d'autres contenus, il faut payer de l'argent pour qu'on puisse montrer ça à des gens. Donc, c'est un fait qu'il faut prendre très au sérieux pour éviter aussi que des fausses nouvelles qui n'ont pas besoin d'être boostées fassent le tour du monde. L'autre revers, c'est que nous, en tant qu'utilisateurs, le seul fait parfois de partager ces informations-là, ça peut retomber sur nous. Donc, une information qui diffame quelqu'un ou bien qui porte atteinte à la vie privée d'une personnalité, que je sois avec ou pas, que ce soit vrai ou pas, mais on ne peut pas relayer ça comme ça impunément. Donc, parfois, on le fait tout en sachant que c'est juste du partage, alors que quand on partage quelque chose, c'est qu'on a pris position, on continue à diffuser une information ou bien un contenu qu'un texte de loi a qualifié de manifestement illégal, par exemple. Et par rapport à tous ces revers-là relevés aujourd'hui, Papa Ismaïla, est-ce que cela également, autant de revers et aussi des messages de haine et une certaine dictature aussi de la pensée également à travers certaines plateformes, est-ce que tout cela aussi ne légitime pas ou bien ne justifie pas en quelque sorte cette tentative pour la plupart des États ou de certaines structures à vouloir réguler aujourd'hui ces plateformes-là? Alors, la régulation, elle se passe à deux niveaux. Il y a la régulation au niveau des propriétaires de plateformes, ce qu'on appelle les GAFAM, ou quel que soit le nom qu'on leur donnera, qui est de les rendre responsables de certaines choses qui se passent sur la plateforme. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a eu le fameux attentat de Christchurch en Nouvelle-Zélande, où la personne est allée attaquer des mosquées, a tué des gens, mais pendant 17 minutes qu'a duré son attaque, il se filmait en fait, avec un GoPro qu'il avait sur lui, où il filmait et il tuait des gens. Et il parlait, il disait ce qu'il allait faire. Le Sénat américain avait convoqué Facebook, il se filmait et la diffusion était en direct sur Facebook. Et le Sénat américain avait convoqué Facebook pour leur dire, mais écoutez, comment ça a pu rester 17 minutes en ligne sans que votre système ne le détecte et ne le coupe? Et ils ont dit que maintenant, ils vont rendre les plateformes responsables de ça, ce qui fait que les plateformes
pose des limitations. Vous ne pouvez pas utiliser certains mots, vous ne pouvez pas dire certaines choses. Quand vous publiez certaines choses rapidement, l'algorithme le détecte et le supprime. Parfois même, on bloque votre compte et tout ça. Sur un autre plan, par exemple, c'est la même chose avec les questions de droit d'auteur quand vous utilisez une œuvre protégée, comme les images de la Coupe du Monde, quand vous les mettez en ligne tout de suite, parce que la FIFA... Facebook vous fait tout de suite un message pour préciser, et ils le suppriment carrément, eux. Parfois, ils suspendent votre compte. Ça, c'est une première partie de régulation. Là, il y a la partie régulation, c'est-à-dire de dire aux utilisateurs ce qu'ils vont faire, ce qu'ils ont le droit de faire, et de leur fixer des limites. Là, c'est là que vient le problème des questions de liberté d'expression et de toutes ces choses-là. Quand Twitter a suspendu le compte de Donald Trump, les gens ont dit oui, c'est une atteinte à la liberté d'expression. Les gars de Twitter sont expliqués en disant en fait c'est très simple, nous ne pouvons pas le laisser diffuser certaines choses pour qu'après on nous convoque en nous disant pourquoi vous l'avez laissé faire. C'est ça aussi la réalité parfois, c'est-à-dire que la première législation va avoir forcément un truc. Et c'est d'ailleurs là où je voulais en venir aujourd'hui. On a connu ce cas de Donald Trump, on a connu le cas de Rihanna également, Booba avec Instagram et d'autres cas aujourd'hui de personnalités qui ont été suspendues pour un temps déterminé ou bien même à vie de ces réseaux aujourd'hui. Quel regard portez-vous aujourd'hui sur un tel pouvoir également de ces plateformes ou de ces détenteurs aujourd'hui de ces plateformes numériques? Alors, en tant qu'acteur du paysage, je le rappelle, ou bien de cet écosystème numérique. Il faut préciser que le compte qu'on crée, bon, il est censé nous appartenir, sauf qu'il est chez quelqu'un. C'est comme si quelqu'un achetait un grand terrain et dit « Bon, je vous permets à chacun de venir installer une chambre ». Par contre, il se donne le droit, dans ces conditions générales d'utilisation, de te dire « Je peux un jour décider de raser la chambre ou de fermer la chambre et de vous mettre dehors ». Tout est dans mais des conditions également, Papa Ismaël, que les gens ne prennent pas forcément le temps de lire. C'est un petit caractère. Accepter, et puis on passe. On a l'habitude de dire que le mensonge le plus partagé sur Internet, c'est j'ai lu et j'accepte les conditions d'utilisation. Et déjà, c'est écrit en tout petit caractère, vous n'avez même pas le temps de tout lire. Ces conditions-là, ils les mettent parce qu'au moment où vous créez votre compte, vous signez un contrat, en fait, qui sont ces conditions-là. Ils ont fait exprès que ce soit comme ça, pour que personne ne les lise d'abord. Il y a des spécialistes comme Emmanuel qui, eux, se font un truc de les lire et après de mettre dans des blocs de petits articles pour expliquer, en tout cas, les points les plus importants. Après, ils le font aussi pour se protéger. C'est-à-dire que pour éviter qu'on les poursuive, pour éviter certaines choses, ils mettent ces conditions-là. Donc, on ne peut pas leur reprocher de mettre ces CGU-là. Quand quelqu'un maintenant viole les CGU, la plateforme se donne le droit de prendre des sanctions. Les sanctions, ça peut être de juste supprimer le contenu qui viole le CGU, ou de suspendre le compte, ou de le fermer à vie, pour une raison ou pour une autre. Elon Musk avait décidé que tous les comptes Jean-Donald Trump, Andrew Tate, tous ces comptes-là qui avaient été supprimés par truc, il les avait rétablis. Il y en a un, c'était Kanye West, il l'a rétabli. Au bout de 3 jours, il a dû encore le supprimer lui-même parce que le gars... Et déjà quelqu'un comme Donald Trump, son compte a été rétabli, mais pour l'instant, il préfère encore rester sur son réseau social. En fait, il doit faire lancer bientôt une levée de fonds pour son réseau social, et donc il n'a pas le droit de faire la promotion d'autres réseaux sociaux d'ici là. C'est pour ça qu'il n'est pas encore... Et j'en viens à vous, M. Dior, aujourd'hui. Ce monde virtuel d'Internet, Pape Ismaël le rappelait tout à l'heure dans ses développements, fonctionne grâce à l'exploitation aujourd'hui de nos données. Aujourd'hui, à travers les clics, à travers notre géolocalisation, à travers toutes ces conditions-là que nous acceptons aujourd'hui, sans même des fois les lire, ce qui permet aujourd'hui à ces détenteurs de mieux nous connaître, des fois même nous connaître mieux que nous-mêmes. Est-ce que le danger ne se situe pas à ce niveau? Oui, absolument. Il y a un réel danger qui plane sous notre tête et sous la tête de nos États. Parce qu'aujourd'hui, ces GAFAM connaissent mieux les citoyens que les États. C'est-à-dire aujourd'hui, comme l'a dit Pape Ismaïla, j'ai lu et j'accepte, c'est le mensonge le mieux partagé sur Internet. Et malheureusement, c'est ça. Et parce qu'on est pressé, parfois on fait clic, clic, clic. Parfois même, il y a certaines applications maintenant qui tiennent compte quand même de certaines choses. Ils te forcent à dérouler. Le seul fait de dérouler jusqu'à la fin, eux, ils se donnent comme élément, vous avez lu et vous avez accepté. Parce que quand vous déroulez, eux, ils ont la possibilité à la fin d'afficher « j'accepte » et vous cliquez.
Donc, excusez-moi, en droit du commerce électronique, c'est ce qu'on appelle la théorie du double clic, d'accord? Et selon vous, M. Dior, Internet aujourd'hui, est-il devenu un cinquième pouvoir ou reste juste un espace public parallèle? Alors, disons... Même si Pape Ismaïla aujourd'hui ne veut pas reconnaître à Internet ce classement aujourd'hui de cinquième pouvoir. Alors, moi, ce que je peux comprendre dans cette appellation et du fait également qu'il refuse cela, c'est que les détenteurs des autres pouvoirs se retrouvent tous dans Internet. Donc, je pense qu'aujourd'hui, Internet, c'est le pouvoir qui fait en sorte que les cartes sont redistribuées. Les cartes sont redistribuées, l'État cherche à communiquer et à bien communiquer avec ses citoyens. Les citoyens cherchent à avoir des informations pour contrôler également ces États-là. Et les acteurs... Et cette redistribution des cartes dont vous parlez crée également une certaine méfiance aujourd'hui entre les détenteurs de ces outils informatiques ou de ces plateformes numériques et les États aujourd'hui, ce qui les amène pour la plupart à chercher de plus en plus à réguler aujourd'hui ces plateformes-là. Et ce sera la thématique en seconde partie d'émission. De retour pour la seconde et dernière partie du débrief. Monsieur Dior, pour beaucoup aujourd'hui, cette année 2023 est l'année de la régulation des réseaux sociaux. Plusieurs lois aujourd'hui qui visent à réglementer ces plateformes numériques sont attendues aux États-Unis. Il en est de même également en Europe, plus particulièrement au sein de l'Union européenne. Des États africains aussi cherchent aujourd'hui, courant de cette année 2023, à réguler ces réseaux sociaux-là. Qu'est-ce qui explique selon vous cette course aujourd'hui à la régulation des réseaux sociaux ou de ces plateformes numériques? Alors, moi je dirais qu'il y a cette implication que les réseaux sociaux, les plateformes ont depuis quelque temps sur la démocratie, sur la vie publique. Donc le rôle que ces réseaux sociaux et ces plateformes jouent dans le débat public, dans le processus électoral, c'est un rôle énorme et rien que cela, ça attire quand même des velléités. Si j'ai bonne souvenance, il y a pas plus longtemps qu'en 2022, Barack Obama, pour un discours à Stanford, parlait de la nécessité de revoir la section 230 de la loi sur les communications électroniques aux États-Unis. En France, en Europe plutôt, ils sont bien avancés par rapport à la DMA et DSA concernant la régulation des services numériques et des plateformes. Et nous allons tout au long de cette émission développer davantage sur ces deux textes-là. Voilà, donc et aujourd'hui en Afrique, ce serait bien qu'on s'inspire de ces dynamiques de groupe pour au moins influer sur la tendance par rapport à ces GAFAM. Mais s'inspirer de ces dynamiques de groupe, Pape Ismaïla, est-ce que cela ne pourrait être possible qu'à un niveau aujourd'hui beaucoup plus grand, à savoir un niveau régional ou bien même continental, puisque pris à l'échelle d'État, est-ce qu'il serait possible même de procéder à cette régulation aujourd'hui de ces grandes plateformes numériques, de ces grandes, autant pour moi, plateformes numériques? Alors, ça ne peut marcher que si nous y allons dans des grands ensembles, que ce soit au niveau sous-régional, la CEDEAO, ou l'UEMOA peut-être, ou bien au niveau africain avec l'Union africaine. Mais bon, après on rentrera dans d'autres domaines. Et pour que ça arrive, il faut que nos États décident chacun de donner une mission à ces structures-là, que ce soit la CEDEAO ou l'Union africaine. Cela veut dire qu'on prend une part de notre souveraineté de légiférer sur ces questions-là pour dire nous confions à l'Union africaine. Mais c'est déjà le cas pour la plupart des questions qui réunissent aujourd'hui ces États au sein de ces structures, que ce soit la CEDEAO ou bien l'Union africaine. Oui, pas sur les aspects numériques, mais sur d'autres points aujourd'hui qui nous réunissent. On a le principe de la libre circulation des personnes et des biens. Oui, ça c'est un principe. Par exemple, prenons l'UEMOA, la zone UEMOA. Nos États ont décidé de prendre leur souveraineté monétaire et de la confier à une organisation qui s'appelle l'UEMOA. On peut faire la même chose pour d'autres choses, c'est-à-dire que, par exemple, on va prendre certaines politiques. Si vous avez aujourd'hui en Europe la politique agricole et ce qu'on appelle la politique agricole commune, c'est-à-dire que les États
ont pris leur souveraineté de définir une politique agricole et de le dire, nous la confions à l'Union européenne. Sur la question du numérique, ils ont fait la même chose. Donc aujourd'hui, par exemple, pour la question de l'immigration, même si les États ont des textes particuliers, mais quand il faut négocier avec les pays africains, c'est l'Union européenne qui vient négocier avec le Sénégal, qui vient négocier avec la Mauritanie ou un autre pays. Donc il faut que, c'est pour ça que je dis, même ça sort du cadre du numérique, ça doit être une politique africaine d'avoir aujourd'hui on est en train de parler d'une politique de défense commune en dans la zone CEDEAO. C'est un bon pas pour qu'on puisse en arriver à ces questions-là. Mais pris individuellement, aujourd'hui, nos États sont trop petits pour pouvoir infléchir, par exemple, sur la politique de Twitter ou de Facebook ou d'un autre, comme l'a dit Manu. S'ils se mettent à prendre certaines décisions, c'est plus facile pour Twitter de géobloquer le Sénégal, de dire je ne suis plus présent au Sénégal, je me passe des 200 000 comptes que j'ai qui sont localisés au Sénégal, parce qu'il n'y en a que ça en fait, et je continue à vivre avec le reste du monde. Pour que ça ait un vrai impact et que Twitter accepte de s'asseoir à une table pour négocier, il faut qu'on ait un poids. Et ce poids, il est d'abord démographique, parce que c'est la démographie qui fera le poids économique. C'est le nombre d'utilisateurs qu'on fournit qui fait que nous devenons un marché publicitaire important, qui fait que donc Twitter va ouvrir, on va pouvoir l'obliger par exemple. Et on a connu cet épisode entre Twitter et aujourd'hui l'État nigérian sur voilà, par exemple, les différents qui les avaient. Je vais donner deux exemples différents. L'État nigérien, quand l'État nigérien a décidé de fermer, de bloquer Twitter, tout le monde en a parlé, Twitter a fait des communiqués, tout le monde. L'État tchadien pendant 5 ans a bloqué tous les réseaux sociaux. Qui en a entendu parler? Parce que le poids démographique n'est pas le même, le poids économique ne peut pas être le même. Et donc, l'intérêt pour ces plateformes-là de dénoncer ou de mener des campagnes n'était pas, il n'y avait pas d'intérêt pour eux pour le faire. Donc, aujourd'hui, par exemple, si on veut qu'on parlera de la taxation de ces plateformes-là, ces plateformes n'ont pas de bureau dans aucun de nos pays. Par exemple, quand ils viennent en Afrique, ils ouvrent 2 bureaux. En Afrique du Sud, principalement, au Nigeria ou au Ghana. Parfois, ils peuvent dire, OK, il faut qu'on choisisse quand même un pays francophone. Ils vont ouvrir soit au Sénégal ou en Côte d'Ivoire. Après, comment faire pour les taxer si les gens n'ont pas de bureau chez vous? Facebook n'a pas de bureau au Sénégal. Comment tu vas faire pour taxer? À qui tu vas envoyer tes factures pour qu'ils viennent payer leurs impôts? À qui Netflix n'a pas de bureau au Sénégal. Comment tu vas faire pour faire payer Netflix? Et on en reviendra tout à l'heure sur la question de ces taxations-là aujourd'hui sur le plan continental, c'est-à-dire sur le plan africain. Et on en revient aux États-Unis, M. Dior, où républicains aujourd'hui et démocrates espèrent pouvoir voter une ou plusieurs lois visant à limiter le pouvoir de ces géants du net. Un accord est d'ailleurs en négociation entre TikTok et le Comité pour l'investissement étranger aux États-Unis. Et ces négociations-là, c'est depuis 2020 pour adopter aujourd'hui des garanties suffisantes en matière de sécurité nationale, puisque le réseau social également appartenant à un pays qui est la Chine aujourd'hui est accusé d'espionnage également et de collecte illicite données des Américains aujourd'hui. Et cette décision aujourd'hui, une fois actée, ne risque-t-elle pas aussi de signer la fin aujourd'hui du libéralisme numérique sur les réseaux sociaux dans ce pays-là qu'est les États-Unis? Oui, déjà, il faut... Puisque déjà, il y a la guerre géopolitique, vous l'avez rappelé tout à l'heure, il y a la question de sécurité nationale également soulevée par l'État américain. Oui, en dehors de cet aspect de géopolitique, tout à l'heure, je pense Ismaël en avait parlé par rapport à cette fusillade qui a eu lieu et que en Nouvelle-Zélande. Voilà, et que celui qui faisait l'assaut prenait tout ça en live pendant 17 minutes. Donc le seul fait que Facebook ait pu permettre cela, que ça se passe en direct. Aujourd'hui, si on parle de TikTok, c'est un réseau social autant pour moi qui ne fait que de la vidéo en fait. Donc c'est aujourd'hui, si je me trompe pas, le numéro 3 au niveau mondial en termes de réseau social qui fait la diffusion de vidéos, d'accord? Et la façon dont les jeunes l'utilisent aujourd'hui mérite quand même qu'on s'y intéresse, qu'un État sérieux puisse s'y intéresser pour au moins situer après les responsabilités. C'est trop simple qu'une plateforme soit en dehors du territoire et permette à ce que des activités puissent se faire à travers cette plateforme-là et soit irresponsable de bout en bout. Donc je pense que c'est le lieu quand même de trouver des voies et moyens pour peut-être
si TikTok ne bénéficie pas carrément de cette section 230 de cette loi sur les communications électroniques, voir comment rendre la plateforme responsable et mis à part l'aspect géopolitique, voir comment le peuple américain peut bénéficier quand même de cet outil et tenir responsables les gestionnaires en cas de souci. Et vous aviez tout à l'heure commencé à développer sur le DMA et le DSA aujourd'hui, ces deux textes européens. Nous y sommes d'ailleurs. On note aujourd'hui le Digital Market Act et le Digital Service Act aujourd'hui. Le premier, le DMA aujourd'hui, entrera en vigueur le 2 mars 2023. Il vise directement les GAFAM et les grandes plateformes en leur interdisant de favoriser leurs propres biens et services et d'exploiter aujourd'hui les données d'entreprises plus modestes pour les concurrencer. Ça, c'est le DMA. Pour ce qui est du DSTA, il a pour but aujourd'hui de s'attaquer à la vente de produits illicites, mais surtout à la prolifération de contenus violents et illégaux en ligne. En tant que juriste, quel regard portez-vous sur ces deux textes? Alors, ces deux textes qui, je le rappelle, sont des textes de l'Union européenne. En fait, la lecture que je fais par rapport à ces deux textes, après analyse, on se rend compte que le contenu de ces textes, l'essence de ces textes-là, on l'a déjà dans notre dispositif au Sénégal, un peu partout en Afrique. Il se trouve que dans nos textes, on a la possibilité de dénoncer Facebook, par exemple, de l'amener au niveau de la CDP, mais comme l'a dit Pape Ismaïla, on sait que ce serait peut-être pour la symbolique qu'on devait le faire, mais on sait que nos autorités ne peuvent pas faire plier des GAFAM comme ça. Sur le plan du DMA par rapport au Digital Market Act, là, on a en face la possibilité d'assurer une régulation, surtout au plan économique. D'accord? On verra un Apple, par exemple, en Europe, qui permettra à ce que des applications qu'on trouvait dans Android puissent être disponibles avec Apple Store. Donc, c'est ça les implications par rapport à ce DMA. Et le DSA, on a également ce contenu chez nous, c'est par rapport au contenu. Et là, on a parlé tout à l'heure du contenu manifestement illicite, de tout ce qui est atteinte à la vie privée sur Internet. Donc, c'est déjà pris en compte par nos textes. Seulement, il faut essayer d'ouvrir très large et d'aller dans cette dynamique communautaire. Et en cela, je pense que la Gambie est le 14e pays à avoir ratifié la Convention de Malabo sur la cybersécurité et la protection des données personnelles. Nous devons être à 15 pays pour que ça puisse entrer en vigueur. Mais comme l'a dit tantôt Papa Ismaïla, l'année numérique parfois dure 4 mois. Donc en 4 mois, on passe à une autre actualité. Et cette convention de Malabo dure très longtemps. Peut-être avant qu'on arrive au 15e pays, la physionomie du numérique va encore changer et on va être là à devoir toiletter encore ce texte-là. Donc c'est des questions aujourd'hui que nous avons déjà pris en compte par notre droit positif. Par contre, on n'a pas l'organisation pour donner corps à ces Et sur ce point-là, M. Dior vient de rappeler tout à l'heure que ces dispositions aujourd'hui de l'Union européenne existent aujourd'hui dans nos législations ou dans nos différentes législations. Vous donniez également tout à l'heure l'exemple du fait que la plupart de ces structures aujourd'hui qui opèrent sous nos cieux n'ont pas forcément de bureau. Comment aujourd'hui amener donc ces structures-là à être ou bien à reconnaître leurs responsabilités par rapport à ce qui se passe sur leur plateforme? Est-ce aujourd'hui par le fait de les amener à ouvrir des entreprises selon le droit du pays où ils sont ou bien où ils sont en train de se développer, ou bien par quels moyens aujourd'hui les amener par rapport à cette responsabilité-là? Alors, il y a plusieurs choses qu'il faut prendre en compte. Par exemple, si on retourne dans l'exemple des Européens, l'une des choses qu'ils ont fait, c'est que l'histoire, pour des questions géopolitiques, ils ont obligé les GAFAM à stocker les données des Européens en Europe. Parce que toute la question géopolitique, c'est ça, c'est où sont stockées les données et qui a droit sur ces données. Les États-Unis avaient voté, depuis, je crois que si ce n'est pas avec le Patriot Act, ça doit être avec un autre, qui les autorisait à avoir accès à toutes les données qui transitaient sur les serveurs situés aux États-Unis. Ce qui a fait que les Chinois ont dit non et les Chinois ont bloqué tout ça pour pas que les données des Chinois aillent sur ces trucs et ils ont créé leur propre support à eux.
le principal truc de fermeture vient de là, en fait, de l'histoire de Chine, États-Unis. Et TikTok est venu à casser cette barrière-là parce qu'il arrive à... J'ai l'habitude de dire TikTok, c'est le seul réseau social que tu peux utiliser aussi bien aux États-Unis qu'en Chine sans problème, sans avoir besoin d'un VPN. Et donc, les Européens ont réussi cela en disant, OK, vous allez devoir stocker les données des Européens en Europe. Ça, c'est un premier truc. Ensuite, en ayant une politique commune, ils ont réussi à leur dire, OK, maintenant, vous allez ouvrir si vous voulez vendre dans un pays, genre si Netflix veut vendre des abonnements dans un pays, vu que les données doivent être stockées en Europe, donc vous devez créer des bureaux ici, qui est Netflix Espagne, Netflix France, ainsi de suite. L'avantage d'une politique commune, ça va être ça. C'est-à-dire qu'au niveau de la CEDEAO, on peut dire aux gens, vous avez 54 États. Si vous voulez vendre dans un seul de ces États-là, vous créez un bureau là-bas. Sinon, vous ne pouvez pas, par exemple, les services bancaires, les services de cartes et autres ne pourront pas permettre aux gens de payer un abonnement sur ça. Ça, c'est des possibilités qu'il y a. Mais pour que ça arrive, il faut, comme je dis, qu'il y ait un vrai poids économique. Et ensuite, qu'on leur dise, par exemple, vous ne pouvez pas enlever un pays. Sinon, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont dire, OK, puisque c'est ça, ils vont réfléchir en disant, si nous vendons au Nigeria, en Égypte, en Afrique du Sud, quelques pays où il y a vraiment de la population, pour tout le reste des pays, on peut les oublier. Donc, pour les obliger, on va leur dire, si vous voulez, soit vous vendez partout ou vous vendez nulle part. Donc, ça, c'est juste des exemples que je donne. Je ne suis pas dans ces sphères-là pour savoir exactement jusqu'où ça peut aller. Mais pour les obliger à être présents sur place, c'est ainsi qu'on pourra savoir combien Netflix gagne au Sénégal pour pouvoir taxer Netflix au Sénégal. C'est ainsi qu'on pourra savoir combien Twitter gagne au Nigeria pour pouvoir taxer Twitter au Nigeria. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas se baser, par exemple, sur le chiffre d'affaires global de Netflix pour lui dire le Sénégal va vous taxer. Il faudrait qu'on puisse savoir combien Netflix gagne ici pour pouvoir le taxer ici, en fait, parce qu'on ne peut le taxer que sur la valeur qu'il crée dans le pays. On ne peut pas vous taxer. Et si on reste toujours avec ces points, en tout cas, il y a des efforts qui sont en train d'être faits ou bien qui sont en train d'être tentés, en tout cas au niveau continental, surtout sur la question des données. Il existe aujourd'hui le cadre stratégique de l'Union africaine en matière de données. Que pensez-vous aujourd'hui de ces textes législatifs africains? Il a donné l'exemple tout à l'heure du protocole de Malabo. Que pensez-vous aujourd'hui de ces textes au niveau continental ou bien au niveau sous-régional sur ces questions de données et de droits numériques aujourd'hui? On peut pas ne pas se féliciter de ça. En fait, c'est tout ce qu'on veut, nous. C'est-à-dire, quand je dis nous, je parle nous, les acteurs du numérique qui travaillent dedans. Moi, j'aimerais bien que quand je voyage en Afrique, que partout où je vais, je sois sous la même législation, que je ne sois pas obligé de réfléchir à, bon, ça, je pouvais le faire au Sénégal, est-ce que je peux le faire en Côte d'Ivoire ou est-ce que je peux le faire au Nigeria? Donc, c'est ce qu'on veut, qu'on ait une politique globale qui va faire que tous nos pays seront sous la même législation, qu'on ait une protection. Mais après, il se pose deux problèmes. Le premier, c'est comme il l'a dit tout à l'heure, par exemple, on a la Convention de Malabo qui est en train d'être ratifiée par les pays. Il n'y en a que 14 sur les 54. Il faut un 15e. Qui va être le 15e? On ne sait pas. Il va falloir continuer. Qu'est-ce qui retarde aujourd'hui la ratification de cette convention par un 15e pays? Qu'est-ce qui justifie Il faut trouver un pays si qui ait intérêt à ça, en fait. Le problème, c'est que les pays, ils vont aller... c'est pas uniquement ça. Hein, il y a énormément de conventions qui sont votées et qui n'entrent pas en vigueur parce que les pays qui vont le voter, après, reviennent et se rendent compte que si jamais je le vote, par exemple, je serai obligé de faire telle chose que je n'ai pas envie de faire. Aujourd'hui, cette convention interdit, je crois, de couper Internet. Quel est le premier réflexe dans nos pays quand il y a une crise électorale? C'est de couper Internet. Donc, ils veulent garder ce genre de petits pouvoirs-là qu'ils ont. Et en signant, lorsque cette convention va rentrer en vigueur, ils ne pourront plus. Bon, ils vont le faire, mais après, les populations pourront les poursuivre, pourront obtenir certaines choses, pourront les faire condamner. Il y a toutes ces questions-là qui vont rentrer en vigueur. C'est-à-dire que ces textes-là, comme j'ai dit, en fait, quand on veut faire rentrer ces conventions-là en vigueur, c'est que l'État en question décide de s'enlever une petite parcelle de sa souveraineté au profit de la collectivité. Et ils n'ont pas envie de perdre cette petite parcelle de souveraineté-là, même si c'est eux tous ont participé à la négociation. Parce que ces conventions-là, les gens, ils les négocient pendant 10-15 ans avant d'en arriver à avoir un texte qui est envoyé au niveau de la conférence des chefs d'État, qui est voté, et puis après, on va dire maintenant, une fois que vous l'avez voté là-bas, il faut retourner dans vos pays pour les faire ratifier. Parce que si je prends l'exemple du Sénégal, quand le président signe une convention, après, il faut que l'Assemblée
le Sénégal le signe globalement. D'habitude, c'est le ministre des Affaires étrangères ou le ministre concerné par le domaine. Ça peut être le ministre de la Justice si c'est une question comme le traité de Rome qui crée la CPI. J'aime bien ce traité parce que le Sénégal est le premier pays à l'avoir signé. Le lendemain même où les gens ont déposé ça, ils l'ont signé. Mais après, il faut revenir que l'Assemblée vote une loi qui autorise le président à ratifier le texte. Donc c'est là que la signature du président est mise sur le document et il est ratifié, le Sénégal l'a adopté. Maintenant, quand il n'y a pas assez de ratification, quand on fixe qu'on dit qu'il faut 15 pays ou il faut la moitié des pays membres ou selon, tant que tous les pays ne l'ont pas ratifié, ça ne rentre pas dans notre droit positif. Maintenant, une fois qu'il y aura un 15e pays, maintenant ce texte-là, il va rentrer et quand il rentre dans notre droit positif, je parle sous la surveillance de Manu, il enlève tout ce qui était contraire à cette convention-là qui était déjà dans notre droit positif. C'est-à-dire que si notre droit positif fixait que l'État a le droit de couper Internet et que maintenant la convention rentre ce truc, l'État n'a plus le droit. Et cela se passe selon le principe de la hiérarchie des normes. Textes, pour rappeler qu'on parle sous le contrôle du juriste Emmanuel Dior. Et aujourd'hui, comment arriver aujourd'hui à cette harmonisation, surtout sur les questions de droit numérique au niveau continental? Depuis tout à l'heure, nous rappelons qu'au niveau État, ce n'est en tout cas pas possible, voire même pas facile, d'arriver aujourd'hui à contraindre ou bien à réguler ces géants-là du net. Mais comment arriver vers cette harmonisation? On l'a constaté sur d'autres points en tout cas, ou bien dans d'autres secteurs comme aujourd'hui l'OADA, l'Organisation pour l'harmonisation du droit des affaires en Afrique. En tant que juriste, selon vous, comment arriver à une harmonisation sur la question du droit numérique? Pape Ismaïl rappelle depuis tout à l'heure qu'il faut également abandonner une partie de sa souveraineté, puisque également il y a des questions de sécurité nationale, des enjeux géopolitiques et j'en passe. L'avantage qu'on a déjà, c'est que on a à peu près les mêmes textes. C'est-à-dire la définition aujourd'hui des communications électroniques, d'une donnée personnelle ou bien d'un email, c'est la même chose au Sénégal qu'en Côte d'Ivoire, qu'au Burkina Faso. Donc, il y a déjà quelque chose qui est là. D'accord? Si on devait aller vers cette harmonisation, c'est sur des procédures qu'on peut avoir des difficultés. Par exemple, pour avoir la mise en conformité au Sénégal, le délai peut être 1 mois ou 2 mois maximum. Au Burkina Faso, par exemple, on vous dit que c'est 15 jours ou c'est 2 semaines. Donc c'est là qu'on peut avoir quelques difficultés et je pense que si on se met à table, on va pouvoir avoir des compromis et avoir des textes. Ce qu'il faut rappeler, c'est que il y a des initiatives privées, que ce soit des Reporters sans frontières ou d'autres initiatives qui aujourd'hui font des consultations dans presque tous les pays francophones pour avoir des drafts ou bien des premiers drafts de comment réguler, comment adresser la régulation dans le cyberespace ou bien dans Internet simplement. C'est des choses qui devaient être aujourd'hui portées par ces organismes comme la CEDEAO, l'UEMOA. Du moins, il ne faut pas que ça se fasse en dehors de nos États, en dehors du cadre communautaire. Donc, si nos États prennent le lead par rapport à ces initiatives aujourd'hui, ça permet, par exemple, si on devait toiletter la Convention de Malabo, on va essayer de le faire. Et l'autre aspect, c'est que on est presque, en fait, on est en Afrique. On a à peu près les mêmes valeurs, d'accord? Et c'est très simple en termes de valeurs pour parler de la vie privée, de contenu contraire aux bonnes mœurs. Ce sera très facile que ce que le Sénégal accepte, le Burkina Faso pourrait l'accepter, ainsi de suite. Donc là, on peut aller sous ces ensembles-là et essayer d'adresser la régulation des réseaux sociaux et des plateformes en général. Essayez de voir comment... Allez-y. En dernier lieu, la localisation de la modération de contenu. Ça, c'est un aspect sur lequel il faut vraiment miser parce que l'algorithme de Facebook n'est pas bien entraîné pour comprendre la subtilité que moi, je peux utiliser quand je parle un CRR pour me moquer du physique de quelqu'un. Ça peut être considéré comme du body shaming. Exactement. D'accord? Si je parlais français ou anglais pour faire cela, rapidement le compte serait bloqué. Donc ce serait aujourd'hui bien de délocaliser la modération de contenu, pas forcément que tout se fasse en local, mais au moins que des acteurs au niveau local ou bien que des acteurs qui sont basés quelque part en Afrique, si on divisait par exemple l'Afrique en des zones et que dans chaque zone couvre par exemple 3 ou 4 pays, une histoire de faciliter les coûts,
en termes de modération. Parce qu'aujourd'hui, je pense que c'est possible, surtout si on constate le modèle sur lequel fonctionne Mastodon. Mastodon, c'est un réseau social qui rivalise avec Twitter. Et moi qui suis aujourd'hui au Sénégal, je peux créer une instance et faire en sorte que les règles qui vont prévaloir sur cette instance-là, c'est moi ou bien c'est la communauté au Sénégal qui vont définir ces règles-là. Ce n'est pas Mastodon en Allemagne. Donc du coup, Twitter pourrait faire par exemple la même chose. Vous permettre à vous, Sénégalais, de faire tout ce que vous voulez sur les réseaux sociaux, mais en conformité avec vos textes, vos us et coutumes. Donc je pense qu'on pourrait arriver à ce niveau. Tenir en compte aujourd'hui ces réalités communes ou bien ces traditions communes entre États africains aujourd'hui pour mieux aller vers cette régulation-là. On en revient à l'exemple du Sénégal, Papa Ismaïla. Le gouvernement sénégalais, pour sa part, tient à se doter aujourd'hui d'un dispositif de régulation des réseaux sociaux et du cyberespace. Il s'agit d'une instruction présidentielle aujourd'hui au gouvernement sénégalais. L'objectif est, selon les autorités sénégalaises, de combattre les abus de quelque nature et quelque origine qu'il soit. Mais est-ce qu'aujourd'hui, de telles mesures aussi ne risquent pas d'être des sources d'abus ou de fourre-tout, surtout pour ce qui est aujourd'hui des délits ou bien des condamnations aujourd'hui? Oui, le principal problème pour moi, dès qu'on parle de régulation d'Internet, des réseaux sociaux, du digital, en tout cas, quel que soit, c'est qu'on pense tout de suite à l'aspect répressif de la question. C'est-à-dire que nos États ne se dotent d'aucun autre moyen que cela. Aujourd'hui, on veut dire qu'on veut que les gens se comportent bien sur Internet, mais à aucun moment dans notre système éducatif, on ne parle vraiment d'Internet, de la vie sur Internet. L'éducation ou la sensibilisation à l'usage du numérique. Voilà, la formation surtout. C'est-à-dire, il y a mon grand frère qui a l'habitude de me dire que le problème, c'est qu'il y a 3 générations aujourd'hui avec Internet. Il y a ceux qui étaient là avant Internet, qui n'ont quasiment pas connu. Il y a ceux qui étaient là et puis Internet est arrivé et ils ont grandi avec. C'est peut-être les gens de notre génération qui ont découvert Internet vers la fin de notre adolescence. Il y a ceux qui sont nés avec l'appareil dans la main. Et ce sont ceux qui étaient là bien avant, qui veulent réguler comment ceux qui sont nés avec doivent vivre avec. C'est-à-dire qu'il y a ce problème de d'abord savoir c'est quoi l'outil, comment ça tourne. Et juste un dernier point aujourd'hui avant de clôturer cette émission à M. Dior. Face aujourd'hui à la montée de l'extrémisme, de l'usage des technologies pour le recrutement, l'endoctrinement ou bien même le financement du terrorisme, aujourd'hui, puisque de plus en plus également ça se voit à travers les plateformes numériques, est-ce que le contrôle ou la régulation également de ces réseaux sociaux ne peut pas constituer en tout cas un début de solution face aujourd'hui à de telles dérives? Oui, absolument. Et ce n'est pas interdit, c'est déjà dans notre dispositif pour lutter contre le contenu, l'appel au terrorisme, la xénophobie et toutes ces considérations, c'est des choses déjà prises en compte par notre droit positif. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que comme l'a dit Pape Ismaïla, quand on parle de régulation, on met seulement en avant l'aspect répressif, mais derrière, on ne manque pas de cadre juridique pour la régulation de tout ce que vous avez cité là. Mais c'est l'organisation et la formation des acteurs qui doivent veiller à cette régulation qui laisse à désirer. Prenons simplement En quelque sorte, redonner aujourd'hui le contrôle de ces outils, puisque au tout début, Pape Ismaïla a développé dans ce sens, redonner le contrôle de ces outils aujourd'hui à l'utilisateur pour en faire un meilleur usage, former ou bien davantage sensibiliser l'utilisateur à l'usage aujourd'hui de ces plateformes. Malheureusement, nous en sommes à la fin de cette émission. Je rappelle que nous recevions M. Pape Ismaïla Dian. Vous êtes journaliste chargé de communication et de plaidoyer à Afrique TV. Merci d'avoir été avec nous. Merci également à vous pour l'invitation. Je vous en prie, merci à vous. Merci également à M. Emmanuel Dior. Vous êtes juriste, également spécialiste des questions de droit numérique. Merci également d'avoir partagé ce plateau avec nous. Merci pour l'invitation. Merci également aux collègues de l'équipe technique pour les facilitations et la réalisation de cette émission. Merci à vous tous qui nous suivez. Très bonne suite de programme sur nos antennes.